Qui va se passer là, il va s'en passer, vous allez voir. Hein. Mais c'est un atelier théâtre que j'ai repris avec ce groupe qui travaillait avec quelqu'un d'autre. Non, non, fais-moi de l'intime. Et en plus, c'est chaud là. Vous allez avoir chaud pendant un moment, hein, c'est dommage. Il faisait frais, mais la chaleur est rentrée au fur et à mesure. Il n'avait plus, on va dire, d'intervenants. Avant, ils appelaient ça un professeur. Moi, j'aime pas du tout ce terme. Alors, je suis arrivée, je les ai beaucoup aimés, on a parlé. Ils m'ont dit leur désir de théâtre. Moi, je suis quelqu'un de très exigeant. J'ai une compagnie théâtre à Toulon en amateur. Hein, voilà. Mais on aime faire les choses, même si on est amateur, les faire bien. C'est de l'art, le théâtre. Donc ça les a un petit peu chamboulés parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de trop bouger sur scène, etc. Mais ils ont travaillé avec une ardeur formidable. Moi, j'ai été très, très, très heureuse de partager ça avec eux parce qu'ils avaient un désir fou. Ils ont été super disciplinés. Alors, ce n'était pas leur style. C'était plutôt certains... certains avaient envie de faire des trucs sérieux, d'autres n'avaient pas l'habitude. Donc tout ça, c'était assez marrant pour moi. On a fait plein de progrès. Et ça, alors, on va vous présenter au départ ce qu'on a travaillé, vous avez déjà dû le voir pour certains, au premier trimestre, le travail qu'on a fait sur Iphigénie, qui servait à porter la voix et à jouer en groupe. C'était un travail sur l'écoute, puisqu'au théâtre, l'écoute est très importante. Voilà. Quand on a des partenaires, c'est difficile parce qu'il faut placer la réplique, et quand on est 10, il faut placer la bonne réplique au bon moment. Tout ça, ça fait un travail sur l'écoute. Voilà. Et après, ça sera des choses plus enlevées, plus drôles, je ne dis pas qu'elles sont plus faciles, entrecoupées d'un instant grave qu'on a appris, que la comédienne a choisi dans Grand Peur et misère du Troisième Reich de Brecht, qui s'appelle La femme juive. C'est un beau monologue, enfin presque monologue, parce que je vous laisse la surprise de découvrir ce qui va s'y passer. Voilà, je vous souhaite... alors les portables, vous savez, il y aura des moments où si jamais ils tombent dans un petit trou, je leur enverrai le texte, hein, parce qu'il n'y a plus de souffleur, vous savez, au théâtre. En plus, il aurait fallu qu'ils soient là, il n'y a pas trop la place. Voilà, donc bonne soirée, à tout à l'heure. Ah oui, bon. Tout à l'heure, on verra bien dehors.
Un bruit assez étrange est venu jusqu'à moi. Seigneur, je l'ai jugé trop peu digne de foi. On dit et sans horreur, je ne puis le redire, qu'aujourd'hui par votre ordre, Iphigénie expire, que vous-même étouffant tout sentiment humain, vous l'allez à Calcas livrer de votre main. On dit que sous mon nom à l'autel appelé, je ne l'y conduisais que pour être immolé, et que d'un faux hymen nous abusons tous deux, vous vouliez me charger d'un emploi si honteux. Qu'en dites-vous, Seigneur? Que faut-il que j'en pense? Ne ferez-vous pas taire un bruit qui vous offense? Seigneur, je ne rends point compte de mes desseins. Ma fille ignore encore mes ordres souverains. Et quand il sera temps qu'elle en soit informée, vous apprendrez son sort, j'en instruirai l'armée. Ah, je sais trop le sort que vous lui réservez. Venez, venez, ma fille. On n'attend plus que vous. Venez remercier un père qui vous aime et qui veut à l'autel vous conduire lui-même. que vois-je? Quel discours? Ma fille, vous pleurez et baissez devant moi vos yeux mal assurés. Quel trouble, mais tout pleure. Et la mère, et la fille. Ah, malheureux Arcas, tu m'as trahi. Mon père, cessez de vous troubler. Vous n'êtes point trahi. Quand vous commanderez, vous serez obéis. Ma vie est votre bien. Vous voulez le reprendre. Vos ordres sans détour pouvaient se faire entendre. D'un œil aussi content, d'un cœur aussi soumis, que j'acceptais l'époux que vous m'aviez promis. Je saurais, s'il le faut, victime obéissante, tendre au fer de Calcas une tête innocente, et, respectant le coup par vous-même ordonné, vous rendre tout le sang que vous m'avez donné. Si pourtant ce respect, si cette obéissance paraît digne à vos yeux d'une autre récompense, j'ose vous dire ici qu'en l'état où je suis, peut-être assez d'honneur environnait ma vie pour ne pas souhaiter qu'elle me fût ravie, ni qu'en me l'arrachant, un sévère destin, si près de ma naissance, on eût marqué la fin. Fille d'Agamemnon, c'est moi qui la première, Seigneur, vous appelais de ce doux nom de père. C'est moi qui, si longtemps, le plaisir de vos yeux, vous ai fait de ce nom remercier les dieux, et pour qui tant de fois, prodiguant vos caresses, vous n'avez point du sang dédaigner les faiblesses. Hélas, avec plaisir je me faisais compter tous les noms des pays que vous allez dompter, et déjà, dit Lion, présageant la conquête, d'un triomphe si beau, je préparais la fête. Je ne m'attendais pas que pour ne commencer, mon sang fut le premier que vous dussiez verser. Non, que la peur du coup dont je suis menacée me fasse rappeler votre bonté passée. Ne craignez rien, mon cœur de votre honneur jaloux ne fera point rougir un père tel que vous. Et si je n'avais eu que ma vie à défendre, j'aurais su renfermer un souvenir si tendre. Mais à mon triste sort, vous le savez, Seigneur, une mère, un amant attachaient leur bonheur. Un roi digne de vous a cru voir la journée qui devait éclairer notre illustre Hyménée. Déjà sûr de mon cœur à sa flamme promis, il s'estimait heureux. Vous me l'aviez permis. Ma mère est devant vous, et vous voyez ses larmes. Pardonnez aux efforts que je viens de tenter pour prévenir les pleurs que je leur vais quitter. Ma fille, il est trop vrai. J'ignore pour quel crime la colère des dieux demande une victime. Mais ils vous ont nommé. Un oracle cruel veut qu'ici votre sang coule sur un autel. Pour défendre vos jours de leur loi meurtrière, mon amour n'avait pas attendu vos prières. Cette nuit même encore, on a pu vous le dire. J'avais révoqué l'ordre où l'on me fit souscrire. Sur l'intérêt des Grecs, vous l'aviez emporté, je vous sacrifiais mon rang, ma sûreté. Les gars. Arcas Lévucan. Arcas allait du camp vous défendre l'entrée. Les dieux n'ont pas voulu qu'il vous ait rencontré. Ils ont trompé les soins d'un père infortuné qui protégeait en vain ce qu'ils ont condamné.
Ne vous assurez point sur ma faible puissance. Quel frein pourrait d'un peuple arrêter la licence, quand les dieux nous livrant à son zèle indiscret la franchise d'un joug qui portait à regret? Ma fille, il faut céder, votre heure est arrivée. Songez bien dans quel rang vous êtes élevé. Je vous donne un conseil qu'à peine je reçois. Du coup qui vous attend, vous mourrez moins que moi. Montrez, en expirant de qui vous êtes né, faites rougir ces dieux qui vous ont condamné. Allez! Et que les Grecs qui vont vous immoler Reconnaissent mon sang en le voyant couler. Vous ne démentez point une race funeste. Oui, vous êtes le sang d'Atrée et de Thyeste. Bourreau de votre fille, il ne vous reste enfin que d'en faire à sa mère un horrible festin. Barbare! C'est donc là cet heureux sacrifice que vos soins préparaient avec tant d'artifice. Quoi? L'horreur de souscrire à cet ordre inhumain n'a pas en le traçant arrêté votre main? Pourquoi feindre à nos yeux une fausse tristesse? Pensez-vous par des pleurs prouver votre tendresse? Où sont-ils ces combats que vous avez rendus? Quel flot de sang pour elle avez-vous répandu? Quel débris parle ici de votre résistance? Quel champ couvert de mort me condamne au silence? Voilà par quel témoin il fallait me prouver, cruel, que votre amour a voulu la sauver. Un oracle fatal ordonne qu'elle expire. L'oracle dit-il tout ce qu'il semble dire? Le ciel, le juste ciel, par le meurtre honoré, du sang de l'innocence, est-il donc altéré? Si du crime d'Hélène on punit sa famille, faites-le chercher à Sparte, Hermione, sa fille. Laissez à Ménélas racheter d'un tel prix sa coupable moitié, dont il est trop épris. Mais vous, quelle fureur vous rend de sa victime? Pourquoi vous imposez la peine de son crime? Pourquoi moi-même enfin, me déchirant le flanc, rayer sa folle amour du plus pur de mon sang? Que dis-je, cet objet de tant de jalousie? C'est Hélène qui trouble et l'Europe et l'Asie. Vous semble-t-elle un prix digne de vos exploits? Combien nos fronts pour elle ont-ils rougi de foi? Avant qu'elle ne fatale l'unité à votre frère, Thésée avait osé l'enlever à son père. Vous savez, et Calchas 1000 fois vous l'a dit, qu'un hymen clandestin mit ce prince dans son lit. Et qu'il en eut pour gage une jeune princesse que sa mère a cachée au reste de la Grèce. Mais non! L'amour d'un frère et son honneur blessé sont les moindres des soins dont vous êtes pressés. Cette soif de régner que rien ne peut éteindre. L'orgueil de voir 20 rois vous servir et vous craindre. Tous les droits de l'Empire en vos mains confiés. C'est à ces dieux que vous sacrifiez. Et loin de repousser le coup qu'on vous prépare, vous voulez vous en faire un mérite barbare? Trop jaloux d'un pouvoir qu'on peut vous envier, de votre propre sang vous pourrez le payer. Et voulez par ce prix épouvanter l'audace de quiconque vous peut disputer votre place. Est-ce donc être père? Ah, toute ma raison cède à la cruauté de cette trahison. Vous ferez aux Grecs un double sacrifice. Et moi qui l'a mené triomphant, adoré. Un prêtre environné d'une foule cruelle. Un prêtre environné d'une foule cruelle Portera sur ma fille une main criminelle. il déchirera son sein et d'un œil curieux, dans son cœur palpitant, consultera les dieux. Et moi qui l'a mené triomphante, adorée, je m'en retournerai seule et désespérée. Je verrai les chemins encore tout parfumés, les fleurs dont sous ses pas on les avait soumis. Non, je ne l'aurais point amené au supplice. Vous ferez aux Grecs un double sacrifice. Ni crainte ni respect ne m'en peut détacher. De mes bras tout sanglants, il faudra l'arracher. Aussi barbare époux qu'impitoyable père, venez si vous l'osez la ravir à sa mère. Et vous, rentrez ma fille, et du moins à mes lois, obéissez encore, pour la dernière fois. She's
Pas de moindre fureur, je n'ai pas dû m'attendre. Voilà les cris que je craignais d'entendre. Heureux si dans le trouble flottent mes esprits, je n'avais toutefois à craindre que ces cris. Hélas, en m'imposant d'une voix si sévère. Grand Dieu, me deviez-vous laisser un cœur de père? Il paraît que Madame Fuchs a marié sa fille. Oui, la semaine passée. Enfin, marié. Quoi? Non, rien. Puisse-t-il vivre heureux jusqu'à la fin des temps? Vous m'avez dit marié avec un drôle d'air. Moi? Pas du tout. Puisse-t-il vivre heureux jusqu'à la fin des temps? Madame Stipos, vous me cachez quelque chose. Moi? Certainement pas. Il n'y a rien à cacher. Puisse-t-il vivre heureux jusqu'à la fin des temps? Vous savez bien que je capte tout. Dieu merci. Alors rien ne m'échappe. Alors, dites-moi ce qui cloche avec ce mariage. Mais rien, c'était parfait. Vous pouvez bien me le raconter. C'est pas bien de se moquer. Cerf, ouvre-moi. Ça restera entre nous. Je ne le répéterai à personne. Vous pouvez me faire confiance. Allez, ne soyez pas comme ça. Ah, je suis comme ça. Pourquoi? Vous pouvez bien me dire ce qui se passe, ce qui cloche chez les Fuchs, ça n'en parle plus. Bon, la seule chose que je peux faire pour vous, c'est vous donner un indice. Où en étions-nous? Un indice? Vous deviez me donner un indice pour me mettre sur la voie? Oui, la seule chose que je peux faire pour vous, c'est vous suggérer de ne pas vous fier aux apparences. Pour le mariage des Fuchs? Pour le mariage des Fuchs et pour la vie en général, ma chère. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est-à-dire. N'insistez pas. Je ne supporte pas les pressions et je suis très jalouse de ma tranquillité. Chère Madame Stipos. Oui, chère Madame Schmimet. S'il vous plaît, dites-le-moi. Quoi? Allez, dites-le-moi. Avez-vous l'intention de répéter toute la nuit votre « dites-le-moi, dites-le-moi » Bon, je vais vous poser une question et vous n'aurez même pas à répondre, pardon. Juste à remuer la tête pour me dire oui ou non. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui remue la tête? Oh! Franchement, me faire ça à moi? Votre meilleure amie? Et moi qui croyais que nous étions des sœurs? Vous et moi? Je suis chemise? Je t'épouse et je m'y mets? Être les meilleurs amis du monde,
n'a jamais empêché personne de rester à sa place. Qu'est-ce que vous entendez par rester à sa place? Ceci. L'une sait ce qui cloche avec le mariage des Fuchs, et l'autre ne sait pas ce qui cloche avec le mariage des Fuchs. Cela signifie que l'une sait ce qui cloche avec le mariage des Fuchs, et l'autre ne sait pas. La conclusion est que l'une sait ce qui cloche avec le mariage des Fuchs, et l'autre non. Bref, chère Madame Schmimet, inutile de palabrer davantage. Moi, je sais ce qui cloche avec le mariage des Fuchs, et vous non. En d'autres termes, vous n'êtes pas moi. Et maintenant, si ça n'est pas trop vous demander, pourriez-vous me faire 2 petits sauts de lapin? Pardon? Je n'ai pas l'habitude de me répéter. Mais je t'y pousse, enfin. Il n'y a pas de je te pousse qui tienne. Vous avez très bien entendu ce que je viens de dire. Si je... Vous me le raconterez? Vous me le raconterez? Si je saute, vous me le raconterez? Oui ou non? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Juste remets la tête. Oui? Non? Bon, je fais faire ces 2 petits sauts de lapin et après, je suis sûre que vous me direz tout. Je vais sauter. Je vais sauter, ta chère. J'ai sauté, très cher. Maintenant, je vous écoute. Moi qui allais justement vous raconter ce qui cloche avec le mariage des Fuchs. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du mariage des Fuchs? Mais qu'est-ce que j'ai à foutre des Fuchs? Mais c'est qui les Fuchs? C'est quoi les Fuchs? Vous savez quoi, Madame Sipousse? Allez vous faire Fuchs! Oh! Quand je pense, pourquoi il y a toujours quelqu'un qui se permet de vous cracher à la figure? Oh! Bonjour, je m'appelle Cox. C'est la première fois que je viens à Londres et je réserve une chambre. Oui, bonjour Monsieur Cox. Votre chambre est à disposition et je vous souhaite faire un bon séjour. Pouvez-vous me donner les horaires des repas, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Le petit déjeuner est servi entre 7h et 9h du matin, le déjeuner entre midi et 14h et le dîner entre 19h et 21h. Parfait. Et peut-on avoir quelque chose pour le goûter? Oh, oui, monsieur, sur commande. Parfait. À 10h aussi? Ouais, pareil, sur commande. Même du chocolat chaud? Oui, monsieur. Ah, I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. Dites-moi à quelle heure on se couche chez vous? Oh, ben, alors que vous voulez, monsieur. Vous êtes dans un hôtel ici. Même à minuit? Oui, monsieur. Même à 1h du matin? Oui, monsieur. Et on se lève à quelle heure? Bah, alors que vous voulez. Alors, je peux rester au lit jusqu'à midi? Oh, ben, c'est vous qui voulez, monsieur. Personne ne vous réveille. Non, monsieur, sauf si vous le demandez à l'accueil. Alors, ça ferait louper le petit déjeuner. Oh, ben, vous pouvez le demander à midi, le petit déjeuner. Et je suis pas obligé de les assister au petit déjeuner. Non, monsieur. Ça marche comment ici le brossage des dents là? À qui est-ce que je demande si je me suis bien posé? Bah, personne, monsieur. Personne ne me contrôlera? Non, monsieur, on ne le contrôle pas. Super. Je vois qu'on respecte la liberté individuelle. Dites-moi, est-ce que quelqu'un qu'est-ce que je montre si je me suis bien essuyé là? Ben, à personne, monsieur. Super. On s'éclate vraiment à longuement. Dites-moi, j'aurai une clé ou on m'enferme pendant la nuit? Non, monsieur, vous aurez une clé. Avec un porte-clés? Oui, monsieur. Et qu'est-ce qui me protégera? Ben, de quoi? On ne sait jamais, je peux me réveiller d'un coup. Oh, ben, ça, c'est vous qui pouvez
Tenez. Et si je pleure? Mais pourquoi pleureriez-vous? On ne sait jamais, hein, je peux avoir peur du noir, de l'ombre, de... Oh, voilà, vous pouvez appeler l'accueil à ce moment-là. Personne ne me grondera, hein. Non, monsieur. Dites-moi, je peux encore vous demander une petite chose. Est-ce que je peux utiliser l'ascenseur pour monter dans ma chambre? Oh, ben, bien sûr, monsieur. Alors, je monte et je vais prendre mon bain. Ça vous va? Bah, moi, vous faites comme vous voulez, monsieur. Vous m'obligez pas à prendre un bain tout de suite. Non, monsieur. Et qu'est-ce que vous me donnez en échange si je prends tout de suite maintenant mon bain? Bah, rien. Et si je vous promets, en 10 minutes, je fais mon bain, les dents, le pyjama, pipi et au lit. Oh, ben, c'est vous qui voyez, monsieur. Alors quoi? Tout le monde s'en fout? Si je prends le bain, les dents, si je pleure, si je mange, si je me couche tard? C'est un drôle d'endroit ici chez vous. Bon, petite dernière question. Qu'est-ce qui vient me border? Bah, vous vous portez tout seul, monsieur. Bon, bah, bonne nuit, hein. Un petit bisou. Oh, non, mais ça va pas la tête. Autant vous dire que je suis extrêmement déçu par la vie à Londres, hein. Charles! Charles! Madame, Mais où donc est monsieur? dans son fauteuil, madame. Et son fauteuil? Où est son fauteuil? Il faut vous arracher les mots de la bouche? Sur le perron, madame, entre le bégonia et la tête de lion. Côté jardin. Oh, côté jardin! Cessez de vous exprimer théâtralement, Charles. Je sais, on le sait assez, que vous avez joué la comédie en amateur tout de même. Du côté du jardin, madame, pas du côté de la maison. Jardin opposé à maison, pas jardin opposé à cour. J'ai compris, Charles. J'en suis heureux, madame. Mais que faites-vous, Charles? Je me retire, madame, avec votre permission. Oui. Non! Vous ne m'avez pas dit ce que faisait monsieur. Je crois qu'il rêve, madame. Il rêve? Monsieur rêve, madame. Vous en êtes sûr? Monsieur. Mais. C'est insensé. Hélas, madame. Mais qu'en pensez-vous? La situation que j'occupe séant et présentement est peu compatible avec la pensée, madame. Mais il rêve. Mais à quoi peut-il bien rêver? Je crois qu'il rêve à des oiseaux, madame. Des oiseaux? Oui, madame. Et que savez-vous? Pour savoir ce que les gens rêvent, il faut faire partie de leurs rêves. Quand monsieur rêvait de moi, je savais de quoi monsieur rêvait. Ce souvenir me brise, Charles. Monsieur me l'a dit. Monsieur vous a dit que ce souvenir me brisait? Monsieur m'a dit qu'il rêvait d'oiseaux. Ah bah, il vous a dit comme ça, tout au pot, Charles, je rêve d'oiseaux. J'ai du mal à le croire. Tout en rêvant, monsieur agitait les bras en faisant cui, cui. Quel bizarre comportement! Quel étrange âge, vous ne trouvez pas, Charles? Si fait, madame, et j'en ai conclu qu'il rêvait d'oiseaux. Quand monsieur s'est réveillé, je lui ai dit « Monsieur rêvait d'oiseaux ?» Monsieur m'a répondu en souriant. En souriant? Affirmatif, Charles! Il a ajouté « Pas un mot à la reine-mère !» Puis il est reparti dans son rêve. Vous perdez la notion du respect, Charles. Vous vous oubliez. Excusez-moi, madame, mais ce sont les mots de monsieur, madame. Il est vrai que le spectacle de monsieur, faisant cui-cui en battant des ailes... C'est rare, madame. Oh. Dites-moi, Charles, en ce moment, monsieur continue à rêver? Je ne sais pas, madame. Ne me ménagez pas, Charles. J'ai le droit de savoir. N'apercevant pas monsieur d'ici, je ne peux me prononcer, madame. Eh bien, bougez-vous, mon ami. Penchez la tête. Oui, madame. Alors, que fait monsieur? Il picore, madame. Il picore? Hélas, madame. Ma vie devient un enfer, mon pauvre Charles. Madame peut être assurée de ma compassion. Oh, je suis jeune encore. Non, madame. Vous exagérez, Charles. Voulez-vous m'achever? Madame est jeune tout court, madame. Que voulez-vous dire, Charles? Madame est jeune tout court. On est jeune ou on n'est pas jeune, point. Quand on commence à ajouter des commentaires... Dois-je prendre cette remarque pour un compliment, Charles? Simplement l'expression de ma sincérité, madame. Vous êtes un serviteur rare, Charles.
Ma raison d'être, oserais-je dire, ma raison de vivre est de vous servir, madame. Suis-je encore désirable, Charles? Oui, non. Madame est désirable tout court, je veux dire, pas encore, si, pas toujours, non. Oh, madame me perd, ma femme me fait badouiller, madame me fait bafouiller. Savez-vous qu'il n'y a rien de plus attendrissant qu'un homme qui bafoue? Madame me flatte, madame m'émeut. Sauf s'il est bête de naissance, bien sûr. Ce qui n'est pas mon cas, madame. J'ai même eu l'occasion, avec un certain succès, de faire du théâtre. En amateur, certes, mais avec un certain succès. Je sais, Charles, vous me l'avez dit 100 fois. J'ai même joué dans une sorte de dialogue de Guy Foissy, intitulé Charles, le rôle de Charles. Un valet amoureux de sa patronne, dont il aurait bien fait sa maîtresse. Chaque fois qu'il la croisait, il marmonnait en lui-même « Oh, ce cul, ce cul !» Ce qui était un effet comique assuré. Mais c'était du théâtre, madame. Quittez la fiction, Charles, et revenons dans la réalité. Oui, madame. Expliquez-moi comment se peut-il, alors que je suis encore jeune et toujours désirable, que monsieur passe son temps à rêver d'oiseaux? Jeune et désirable tout court, madame. Que monsieur passe son temps à rêver d'oiseaux? Mais pas toujours. Parfois, monsieur rêve de crapauds ou de colombes. Et pas plus tard qu'hier, je l'ai entendu aboyer. Tandis qu'il somnolait, une fois même, je crois qu'il devait rêver d'être un avion ou une voiture. Là, j'ai pas bien reconnu le bruit du moteur. Vous trouvez normal que monsieur rêve? C'est somme toute une activité assez naturelle, madame. Je me suis laissé dire par une émission de télévision que tout le monde rêvait. Oui, mais pas quand on a autre chose à faire, comme s'occuper de moi, par exemple. Vous en conviendrez. Quand vous passez l'aspirateur dans ma chambre, que vous faites mon lit, que vous rangez mon armoire à lingerie, j'imagine que vous n'avez pas le temps de rêver. Oh. Je rêve après, madame. Oui, c'est ce que je disais. On rêve la nuit. La nuit, c'est fait pour ça. Si monsieur rêve en plein jour, c'est qu'il estime n'avoir rien d'autre de plus urgent à faire, voyez-vous, Charles? Moi-même, madame... Monsieur ne me désire plus. Monsieur ne m'aime plus. Monsieur ne me supporte plus. Monsieur est insupportable. Monsieur préfère s'ébattre comme un oiseau, un setter irlandais ou un autobus. Monsieur est peut-être fatigué, le calcium. Monsieur ne fait rien. On est fatigué quand on fait quelque chose. Vous-même, votre jour de repos, vous êtes moins fatigué. Vrai ou faux? Vous servir, madame, n'est pas un travail. C'est un plaisir. Ne me parlez pas de plaisir, Charles. N'employez pas ce mot devant moi. Il s'arrête à la porte de ma chambre. Chambre interdite au plaisir. Voilà le panneau que vous pourriez y clouer dès demain. Je suis seule, Charles. Désespérément seule. Si ça se trouve, je suis aussi seule que vous, qui restez ici, même vos jours de congé. Comment faites-vous pour assumer, Charles? Je me débrouille, madame. Il m'arrive aussi de rêver. D'oiseaux? Pas exactement, madame. Mais qu'avez-vous? Vous, c'est les hommes à rêver, avec ce désir impérieux de rêver d'autre chose que celle que l'on a sous la main. J'ai parfois du mal à comprendre, monsieur, une femme jeune et désirable tout court. Franchement, Charles, là, entre hommes, comment trouvez-vous mon cul? Ciel, madame s'égare. Mais c'est la douleur qui m'égare, Charles. Je deviens folle. Mais moi, j'ai besoin de savoir. À vous, je peux le demander. Un serviteur n'est pas un homme. Il est un miroir. Si vous étiez une femme, je vous le demanderais tout autant. Mais qu'avez-vous à marmonner, Charles? Je marmonne en moi-même, madame. Il n'y a pas si longtemps, monsieur marmonnait quand je me déshabillais. Ce cul. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand j'étais jeune, je me souviens d'un cantonnier qui chantonnait sur mon passage « Le joli cul que v'là ». Je ne sais pas pourquoi, ce souvenir populaire m'émeut. Mon professeur de philosophie même m'avait dit un jour « Quand on a un cul comme ça, mademoiselle, il n'y a pas besoin de faire de philosophie ». Était-il drôle?
Madame devrait écrire l'histoire de sa vie. Ce serait passionnant, mais puis-je me retirer, madame? Il fait une chaleur torride par ici et la température monte. Vous me désapprouvez, Charles. Vous me jugez, je le Non, sens. non, madame, c'est la chaleur. Je sais que vous m'avez désiré depuis que vous êtes rentré dans cette maison, Charles. Oui, oui, ça c'est vrai. Vous aviez une certaine odeur de mâle qui ne trompe pas. Alors, sachant ce désir, je me suis ouverte à vous, Charles. Savez-vous ce que monsieur m'a dit, Charles? Le savez-vous? Madame, comment voulez-vous que je le sache? Il m'a dit... Si madame me disait ce que monsieur lui a dit, je pense que cela soulagerait, madame. Il m'a dit, ouf, je m'arrête. Je m'arrête? Oui, je m'arrête de vivre. Il s'est assis et depuis, il ne s'est plus relevé. Est-ce une vie, Charles? D'un côté, un mari qui roupille, et de l'autre, un valet de chambre qui vous regarde comme si vous étiez une truie et collectionne vos dessous. Oh, madame, pardonnez-moi, c'est plus fort que moi. Madame me donne la fièvre d'essence. Ah, demandez-moi ce que vous voulez. Faites de moi ce que vous voulez. Je suis prêt à mourir pour madame, mais que madame me tue. Mais relevez-vous, Charles, vous serez mieux debout. Et ne dites pas de bêtises. Personne ne vous demande de mourir. Merci, madame. Vous feriez tout pour moi, Charles? Tout, madame. Tout, madame. Alors, libérez-moi, Charles. De Rechef, venez, partons, fuyons. Je connais des chemins inconnus, serpentant dans la lande d'Écosse. Mais que madame m'excuse, ma raison s'égare aussi. Mais ne dites pas de sottises. Qui vous parle de s'enfuir? On ne va quand même pas se placer, vous comme valet de chambre et moi comme cuisinière. Un rêve passe, madame. Libérez-moi, Charles. Libérez-moi de ce triste rêveur. Je ne peux quand même pas mettre monsieur à la porte. Vous m'avez dit tout. En échange de tout. Vous aurez tout. Oh, mais j'étouffe, madame. Je suffoque, je halète. Tu es mon mari, Charles, et je suis à vous. Madame a-t-elle bien toute sa tête à elle? Tout à vous. Toute. Madame, nous oscillons périlleusement entre le fait divers et le mélodrame. Sinon, partez. Je vous chasse. Non! Et je resterai seule avec monsieur qui sommeille. Non, madame, oh, c'est racinien, cornélien, shakespearien, hugolien, claudélien. Monsieur a toujours été bon avec moi, je me trouve dans la situation d'Oreste. Dois-je tuer mon père pour épouser ma mère? Non, mais je confonds. Oreste, c'est pas Oreste, c'est Oedipe, non? Revenez sur terre, Charles. Ma raison sans but. Soyez mon sauveur, mon libérateur, mon casque bleu. Prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Ce que je veux? Oui. Oh là là! Oui. Tout ce que je veux? Oui. Oh là 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 là! Tout. Madame se rend-elle compte de ce qu'elle dit? Oui. Oh, feu de Dieu, il m'a dit en arrivée des bricoles, ma poulette. Oh, la coton! Oh, la ribaude! Je vais t'en faire voir du pays, moi! Arrêtez-vous, Charles. Ce n'est pas le moment. Monsieur rêve tout à côté. Ce serait inconvenant. Je serai à vous lorsque nous serons seuls, lorsque je serai libre. Ma raison qui se perd
dans le feu du désir, ne résiste pas à l'appel du plaisir. Que faire, que dire? Qui suis-je? Suis-je moi? Mon trouble est si puissant et si fort, mon émoi, de posséder enfin et son cul et ses seins. Vais-je donc, j'en frémis, devenir assassin, comme un druide gaulois qui ferait sa cueillette? J'ai peur que le ciel ne me tombe sur la terre. Charlot, Charlie. Oh là 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 là. Prends-moi. Oh oui, madame, oh. Non, pas les hommes. Je répondrai à vos feux quand monsieur sera feu, pas avant. Oh, tu trembles, tu rougis, tu grinces, vieille carcasse. Il faut donc que j'y aille. Il faut que je le fasse. Mais comment faire, madame? Je n'ai pas l'habitude. Mais c'est très simple, Charles. Prenez ce coussin dans une main. Ensuite, vous vous placez derrière le fauteuil où gît monsieur. Vous agrippez sa tête de l'autre main et vous enfouissez le coussin dans son visage en serrant très très fort à son dernier soubresaut. Vous pourrez venir prendre ce qui désormais vous appartient. Dans mes bras. Non, après. Madame, c'est donc être cruelle. Je suis femme. Hâtez-vous. L'heure du dîner approche. Vous savez bien que monsieur a une pendule suisse dans l'estomac. Vous ai-je dit que monsieur m'a dit qu'un jour, il m'a raconté son rêve. Il était une andouillette frite et madame le faisait griller. Vite, vite, je vous en prie. Moi aussi, j'ai envie de vous depuis le temps que vous me reluquez. J'y vais, mais quelle histoire quand même. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Il approche à pas compter, le coussin dans une main, du fauteuil où mon mari sommeille. Il se place derrière lui, place le coussin sur son visage et serre. Les soubresauts faiblissent déjà. Voilà. Allô, mon amour? Oh, c'est affreux. Nous sommes libres. Charles, le valet de chambre, est devenu fou. Il vient de tuer sauvagement mon mari. Il s'apprête à me violer tout aussi sauvagement. Vite, préviens la police, vite. Je t'en prie, ciel, le voilà. Je suis perdue. C'est fait, madame. Prends-moi, déchire-moi, viole-moi, déchire mes vêtements. Oh, oui. D'où elle est venue ni comment elle s'est infectée, mais ça m'a fait un de mal, tu ne peux pas t'imaginer. Bon, alors je suis voir le médecin, il a incisé au scalpel pour faire sortir le pus. Tu ne peux pas t'imaginer comme j'ai morflé, sans anesthésie ni rien. Et quand je lui ai demandé ce qu'il avait fait, il a prétendu qu'il m'avait juste brûlé à l'azote liquide. Évidemment, après j'ai dû désinfecter la plaie moi-même tous les jours. Il est loin le temps où on te remboursait les soins à domicile. Tous les matins, j'ai dû remplir une bassine d'eau pour y tremper mon pied. Sauf que figure-toi, un jour, sans faire attention, pendant que je versais de l'eau bouillante dans la bassine, j'en ai renversé sur mon autre pied. Au début, je n'ai rien senti, mais au bout de 2 jours, ça a commencé à me gratter, la peau a commencé à peler, et ça s'est infecté. Du coup,
tu ne peux pas t'imaginer comme c'était douloureux. Et je n'en avais pas fini pour autant avec mon premier pied. Si, je devais continuer à le désinfecter, à mettre des pansements et tout le bazar. Du coup, impossible de marcher. Mais le pire, c'est la sciatique. Des élancements dans les fesses à partir du sacrum. Et ça descend comme un courant électrique tout le long de la jambe. Tu ne peux pas t'imaginer comme c'est douloureux. Du coup, je suis passée au suppositoire antidouleur. Mais le problème avec les suppositoires, c'est que... Je vais vous raconter un souvenir, un petit souvenir. Il s'incruste souvent autant que les grands. On oublie d'importants événements, on se souvient d'anecdotes. Qu'est-ce qui est important dans une vie? Je vous le demande. C'est peut-être la mémoire qui nous donne une réponse. Je faisais mes courses habituelles dans mon supermarché habituel, un supermarché de taille raisonnable, humaine. Si ce mot peut être attaché à ce genre d'établissement. Pas une immense fourmilière, mais un magasin où on connaissait quelques vendeuses, le personnel étant composé essentiellement de femmes, et où l'on était soi-même parfois reconnu. Il arrivait qu'on se sourit, mais tristement, ce n'était pas un lieu de sourire, mais un lieu d'achat. Il y avait du monde à cette heure-ci, l'accès aux caisses était encombré, il y avait des queues interminables partout, les chariots des clients étaient pleins à bord, à donner le vertige. Vraiment, tous ces gens mangeaient-ils tout ce qu'ils achetaient? Peut-être se gavaient-ils ou gavaient-ils leur entourage? Des produits nécessaires, certes, tout ce qui fait les menus de base d'un animal omnivore, mais aussi et surtout un amoncellement de produits inutiles à la mode, sortis des publicités des écrans de télévision, de beaux emballages, parsemés de couleurs séduisantes, des produits plus, moins allégés et crémés, des lipides et féculents, sans goût souvent, mais aseptisés. Dans l'ensemble, on attendait tranquillement, écoutant, ou plutôt entendant, une musique d'ambiance chargée de détendre nos neurones d'acheteurs. Certains râlaient, tempêtés, impatients, pressés. La plupart du temps, des personnes âgées. Les vieux sont souvent pressés, comme s'ils avaient hâte d'accomplir un tas de choses inutiles et vaines avant de mourir. Laissez-moi passer, écartez-vous, hâtez-vous. Je n'ai rien à faire, mais il faut que je le fasse de toute urgence. À un moment, une voix s'élève, une voix de femme. Elle parle fort, mais sans agressivité. Tout le monde écoute cette intéressante diversion. L'indiscrétion fait partie des petits plaisirs de la vie. Allô, allô? Oui, ils sont partis. Oui, ils étaient tous là. C'était merveilleux. 3 jours de bonheur, je t'assure, 3 jours de bonheur. Oui, ils étaient tous là pour me voir. C'était formidable. Non, lui n'a pas pu venir. Mais il a téléphoné, on a ri. Et toi, ma chérie, tu viens quand? Quand viens-tu voir ta maman qui t'aime? Quand? La semaine prochaine? Et tu resteras jusqu'à mardi? Ah, que je suis heureuse. Elle parlait, et nous écoutions, un peu honteux. On essayait d'apercevoir cette dame heureuse qui téléphonait avec grand entrain. Elle avait la quarantaine, fatiguée, usée, et tenait devant elle un chariot presque vide. Elle portait un vieux par-dessus, gris et sale. Elle était mal coiffée. Ses cheveux gris et blancs étaient collés par les yeux. Elle n'avait pas de téléphone. Elle mettait la main droite en coquille contre son oreille. La main gauche s'agitait en culture ses paupières. Les gens, on dit les gens lorsqu'on parle des autres, se mirent à rire méchamment. Elle est dingue celle-là, marteau. Elle téléphone sans téléphone. Il y en a, je vous jure, on devrait les enfermer. Certains tapaient leur trou du doigt comme ceci. D'autres, j'en faisais partie,
avait les larmes aux yeux devant tant de solitude. Cette scène est restée accrochée à mes souvenirs. C'est comme ça. Vous comprenez pourquoi, vous? Fritz. Je suis peut-être restée depuis trop longtemps déjà. Tu dois m'en excuser, mais... Si, je m'en vais. Rien d'autre. Ne dis rien. Je ne te l'ai pas dit que je voulais partir. Que je voulais partir depuis longtemps. Parce que je ne peux pas te parler quand je te regarde, Fritz. Cela me semble alors tellement inutile de parler. Mais tout est déjà réglé. Qu'est-ce qu'il leur a pris? Qu'est-ce que je leur ai fait? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne me suis pourtant jamais occupée de politique. Ne suis-je pas l'une de ces femmes de la bourgeoisie qui ont un train de maison et... d'un seul coup, seules les femmes blondes auraient le droit de vivre ainsi? Oui, je fais mes bagages. Ne fais pas comme si tu t'étais rendu compte de rien ces derniers jours. Fritz, j'aimais tout, sauf une chose. Ne pas se regarder en face pendant la dernière heure qui nous reste. Mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'obtenir cela de nous. Ces menteurs qui contraignent tout le monde au mensonge. Une fois, il y a 10 ans, quelqu'un avait fait la réflexion que je n'avais pas le type juif. Tu avais dit aussitôt, si elle là. Et cela me plaisait. C'était clair. Aujourd'hui, pourquoi tergiverser? Je fais mes bagages, parce que sinon ils ne te laisseront plus médecin-chef. Parce que déjà dans ta clinique, ils ne te saluent plus. Et parce que déjà la nuit, tu n'arrives plus à dormir. Je ne veux pas que tu me dises que je ne dois pas partir. Et je fais vite pour ne pas t'entendre me dire que je dois partir. C'est une question de temps. Le caractère, c'est une question de temps. Ça dure plus ou moins comme les gants. Il y en a de bons qui tiennent longtemps, mais ils ne tiennent pas éternellement. D'ailleurs, je ne suis pas en colère. Oh si, je le suis! Pourquoi dirais-je toujours amen? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans la forme de mon nez et dans la couleur de mes cheveux? Je dois quitter cette ville où je suis née pour qu'il n'ait pas à me donner ma ration de beurre. Mais quels hommes vous êtes! Oui, toi aussi. Vous inventez la théorie des cantats et vous vous laissez commander par des brutes qui vous donnent le monde à conquérir, mais qui vous retirent le droit de choisir votre femme. Vous êtes des monstres ou des larbins de monstres. Oui, je ne suis pas raisonnable, mais dans un monde pareil, à quoi sert la raison? Tu es assis là et tu vois ta femme faire ses bagages et tu ne dis rien. Les murs ont des oreilles, n'est-ce pas? Mais rien, vous ne dites rien. Les uns écoutent et les autres se taisent.
aussi, je devrais me taire. Si je t'aimais, je me tairais. Je t'aime vraiment. Donne-moi ce linge là-bas. C'est de la lingerie de luxe. J'en aurais besoin. J'ai 46 ans. Ce n'est pas trop vieux, mais je ne peux plus me permettre beaucoup d'expérience. Dans le prochain pays où j'irai, cela ne devra pas se passer ainsi. Le prochain homme que j'aurai devra avoir le droit de me garder. Oh, ne me dis pas que tu m'enverras de l'argent. Tu sais bien que tu ne le pourras pas. Et ne fais pas non plus. Comme si c'était seulement pour 3 semaines. Les choses ici dureront plus de 3 semaines. Tu le sais. Je le sais aussi. Alors, ne dis pas. En somme, c'est l'affaire de quelques semaines. Me donnant le manteau de fourrure dont je n'aurais besoin que l'autre hiver. Ne disons pas que c'est un malheur. Disons que c'est une honte. Oh, Fritz. Qu'est-ce que tu fais? Tu ranges? Non. Pourquoi ces bagages? Je veux m'en aller. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous l'avons déjà envisagé. Je partirai pour quelque temps. Ce n'est pas très agréable ici. Mais c'est absurde. Alors je reste? Où veux-tu aller? À Amsterdam. Simplement pour partir d'ici? Mais tu ne connais personne là-bas. Non. Pourquoi veux-tu partir d'ici? Si c'est à cause de moi, tu n'as aucune raison. Non. Tu sais bien que je n'ai pas changé. Tu le sais, Judith. Oui. Et tu n'as pas d'autre raison. Tu le sais bien. Ce n'est peut-être pas si bête. Tu as besoin de respirer un peu ici. On étouffe. Je viendrai te voir. Dès que j'aurai passé la frontière, je me sentirai déjà mieux. Oui, c'est ce que tu devrais faire. Ça ne durera pas longtemps ici. D'une façon ou d'une autre, ça va changer. C'est comme l'inflammation, ça élance. Mais vraiment, quel malheur. Sûrement. Tu as vu Chuck? Oui, enfin, dans l'escalier. Je crois qu'il déplore déjà qu'on nous ait humiliés. Il était visiblement confus. À la longue, ils ne pourront pas nous mépriser à ce point, nous, le bétail intellectuel. Ce n'est pas avec des carcasses sans colonne vertébrale qu'ils peuvent faire la guerre. Les gens ne s'esquivent pas si facilement que ça quand on les regarde en face. Oh, à quelle heure est ton train? 9h15. Et où devrais-je t'envoyer l'argent? Peut-être au poste restante à Amsterdam. Je me ferai délivrer une autorisation exceptionnelle. Mais que diable, je ne peux pourtant pas envoyer ma femme à l'étranger avec 10 marks par mois. Saloperie que tout cela. Je me sens affreusement déprimé. Si tu viens me voir, cela te fera du bien. Ah, lire une fois un journal où il y ait quelque chose. Je téléphone à Gertrude. Elle viendra te voir. Tout à fait superflu pour quelques semaines. Passe-moi maintenant le manteau de fourrure. Vois-tu? En somme, c'est l'affaire de quelques semaines. Les suppositoires, d'accord. Mais bonjour les dégâts. Ça la vie, le rectum, le foie, les reins, tout. Du coup, j'ai dû arrêter. Et je suis passée au piqûres. Mais ça, c'était avant le scanner qui a montré que j'avais 2 artères bouchées. Une au niveau du cœur
et une au niveau de la tête, ici, juste là, sous le crâne. Et voilà, Tipa, qu'un matin, en me levant, je me découvre une boule dans le cou. Là, sous le menton. Au début, je ne me suis pas inquiétée, jusqu'au moment où la boule s'est mise à gonfler la nuit et dégonfler le matin. Alors j'ai couru chez le médecin qui m'a prescrit un examen. Je n'ai pas bien saisi quoi, mais d'après les conversations de gens dans la salle d'attente, j'ai compris qu'ils soupçonnaient le pire. D'ailleurs, quand j'ai vu l'énorme seringue qu'a pris le spécialiste, j'ai failli m'évanouir. Il a piqué dans ma boule, une biopsie que ça s'appelle. Finalement, les résultats n'étaient pas inquiétants. Mais la boule gonflait toutes les nuits. Et moi, j'ai continué à avoir peur. Alors, j'ai demandé à ma fille de m'accompagner à l'hôpital. Comme elle a du piston là-bas. C'est le grand chef qui m'a reçu, qui m'a examiné. Il a dit, on l'opère d'urgence. Par chance, il y avait un autre médecin, un jeune, qui a proposé qu'avant d'opérer, il voit ma boule gonfler. Je lui ai expliqué que ça n'arrivait que la nuit. Il a dit, aucun problème, vous pouvez m'appeler, même à minuit. Je reviendrai spécialement vous voir. Le destin a voulu que depuis, et ça fait 6 mois, ma boule n'a pas regonflé. Et un jour, un matin, je me lève, j'ouvre la bouche comme une carte, et rien, pas un son. Impossible de respirer, l'horreur. Alors je suis allée voir un médecin qui lui, m'a dit qu'il n'avait jamais vu une chose pareille. Il a fait venir un de ses collègues médecins qui lui non plus n'avait jamais vu une chose pareille. Je suis allé aux toilettes juste avant le début du film et j'ai à nouveau pissé. Je me demande pourquoi en hiver c'est toujours pareil. Mais en été c'est la même chose. Hein. Je me demande si ça vient pas de la prostate ou de la vessie. Peut-être les deux. Finalement, t'as peut-être raison. Hein. La prostate de la vessie. Et même peut-être les quatre. Prostate, vessie et les deux reins. Bon, hein. Si je rate quelque chose, tu me raconteras. Hein. Une scène magnifique. Le héros s'enfuit à moto, après en voiture, après en bateau, à dos d'éléphant, en train, en avion. Il arrive à temps pour délivrer sa fiancée. Il se jette dans les bras de l'homme. Ils s'embrassent passionnément. C'était beau, c'était beau. Oh bah oui, j'ai lu une critique, c'est qu'on disait que c'était la meilleure scène du film. Mais pourquoi je suis allé pisser juste à ce moment-là? Bien sûr que c'était la meilleure scène. Et moi, pendant ce temps-là, je pissais comme un con. En plus, comme j'ai voulu me dépêcher, j'ai fermé ma braguette avant. Il n'a pas complètement terminé. Mais j'étais obligé de rebaisser mon pantalon, de laisser tomber les dernières gouttes et de m'essuyer à nouveau. Genre avec moi, c'est toujours pareil. Dès que je veux gagner du temps, j'en perds 2 fois. Tu as raison. Et je dois t'avouer quelque chose. Pendant que tu n'étais pas là,
J'ai rencontré quelqu'un. Quoi? Mais vous ne vous connaissez même pas. Je m'appelle Constantin. Il s'appelle Constantin. Et nous avons décidé de construire notre vie ensemble. Quoi, pendant les 2 minutes où je suis allé pisser? Oh oui, je l'aime, il m'aime. Et nous avons des tas de points communs. Par exemple, il s'intéresse au théâtre de marionnettes. Il a même écrit un doctorat là-dessus. Oh, nous avons des tas de points communs. J'adore discuter avec lui. C'est quelqu'un de très intéressant. Oh, certes. Je comprends pas. Vraiment pas. Je me suis absenté 2 minutes pour aller pisser. Bah oui, j'espère que nous resterons bons amis. Oh, je te souhaite d'être heureux et de réussir. Et surtout, de guérir de la prostate, des reins, de la vessie et de tout ce que tu ne m'as jamais mentionné. Je me suis absenté. Oh. À propos, tu te souviens de cette fille dont tu étais follement amoureux, mais qui n'a jamais lorgné dans ta direction, celle que tu m'as montrée un jour de loin dans la rue? Eh bien, figure-toi qu'elle est passée. Oh, celle qui ressemblait à Greta Bardowicz. Exactement. Oh, mais elle est où? Elle est partie juste au moment où tu revenais. Oh, juste au moment où je revenais. Elle est encore plus belle qu'avant, une créature de rêve. Oui, mais je ne lui plaisais pas. Tu sais, elle s'est approchée de moi et m'a demandé où tu avais disparu. Alors, je lui ai dit que tu étais aux toilettes. Et alors, elle m'a répondu, c'est vraiment dommage. Elle venait de se rendre compte qu'elle t'aimait depuis toujours, mais sans le savoir. Oh, mais elle est partie dans quelle direction? Un taxi devait la prendre pour l'emmener à l'aéroport. Elle est attendue pour un énorme tournage en Australie. En Australie? Mais, en plus, au fin fond de l'Australie. Bah oui, mais où est-ce que je trouverai l'argent pour aller la retrouver jusqu'au fin fond d'Australie, moi? Et figure-toi que juste après, c'est son producteur qui a débarqué. Lui aussi te cherchait. Il voulait te parler de ce scénario que tu as écrit il y a quelques années. Tu t'en souviens? Oui. Il est venu ici? Oui, mais il était pressé et de toute façon, tous les deux devaient prendre le même taxi et ils devaient vraiment se dépêcher. Oui. Ah. Et il voulait me voir pour mon scénario. Oui. Et qu'est-ce qu'il voulait en faire de mon scénario? Oui, mais comme tu n'étais pas là et qu'il devait se dépêcher... Il voulait t'en offrir 200 millions. Il voulait t'en offrir 200 000 $ cash, plus un pourcentage. Mais comme tu n'étais pas là, bah... Et dire que 200 000 $ me sont passés sous le nez. Avec cet argent, j'aurais pu aller la retrouver jusqu'en Australie. Oui, mais à quoi bon? Bon, tu m'as dit qu'elle était folle de moi. Ah, mais dis-moi, combien de temps une femme peut-elle attendre? Elle m'a dit que si tu ne revenais pas tout de suite, elle céderait aux avances du producteur. Lui aussi est fou d'elle. Il m'a même confié qu'il avait l'intention de la demander en mariage dans le taxi. Ah oui, j'oubliais. Elle m'a dit que si tu restais introuvable et qu'il la demande en mariage, elle l'accepterait sans hésiter. Donc à l'heure qu'il est, ils sont déjà dans le taxi, déjà fiancés, prêts à s'envoler et à convoler en Australie. Et quelqu'un d'autre est passé. Ah, 8 heures. Je vais vous raconter. Au moment où on allait se séparer, il m'a demandé si j'acceptais de le revoir demain. Je n'étais pas vraiment emballée, mais j'ai quand même répondu oui.
Il m'a demandé si 8 heures du soir, ça me convenait. J'ai dit oui. Parfait, il a dit. Je viendrai donc te chercher demain à 8 heures du soir. J'ai dit d'accord. Et il a aussitôt ajouté à 8 heures précises. 5 minutes avant, 5 minutes après, mais grosso modo, 8 heures. J'ai dit d'accord, je serai là. Il a essayé de m'embrasser sur la bouche, mais j'ai tourné la tête. Il a dit bon, alors, à 8 heures, je passerai te chercher demain à 8 heures. J'ai dit c'est ça, bonne nuit. Il a dit tu n'oublieras pas, je serai là à 8 heures. Tu t'en souviendras de l'heure, n'est-ce pas? Oui, à 8 heures, 5 minutes avant, 5 minutes après, mais grosso modo, 8 heures. Et il a tout de suite ajouté, tu ne voudrais pas le noter, des fois où tu oublierais? Je n'oublierai pas. Note-le quand même, c'est plus sûr. J'ai pris un bout de papier et j'ai noté. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu as écrit? 8 heures du soir. Montre. Je lui ai montré. Il a regardé et il a dit, c'est bien ça, 8 heures. Bon, alors, à demain, 8 heures du soir. Mais il a continué à fixer le papier et il a dit, ce serait mieux si tu l'écrivais en toutes lettres. Je l'ai écrit en toutes lettres et je lui ai montré. Il a dit, tu n'oublieras pas de regarder le papier, n'est-ce pas? Bon, alors, à demain, 8 heures du soir. Mais il est resté debout à me regarder, avec dans les yeux la volonté désespérée de me répéter son 8 heures du soir. Et tout à coup, il a tiré de sa poche quelques pièces de monnaie. Il a joué avec, les a laissées tomber, s'est penché pour les ramasser, et c'est alors qu'il s'est écrié « Oh, quel hasard! 8 pièces de monnaie! Comme c'est bizarre! Tu sais à quoi ça me fait penser ?» J'ai dit « Oui », mais il a continué. « Ça me fait penser que demain, à 8 heures, nous avons rendez-vous. À 8 heures du soir. » Il y a eu un nouveau silence. Il s'est creusé la tête pour me dire encore quelque chose, mais comme cette fois, il n'a rien trouvé, il a tourné les talons et il est parti, désolé. De toute façon, je n'avais aucune intention de le revoir, et j'ai poussé un soupir de soulagement si grand que j'ai lâché 2 pets bien sonores en direction de la porte fermée. C'est alors que du palier s'est élevée une petite voix étouffée. « Et si tu en ajoutes 6, ça fait combien ?» Alors moi, j'ai téléphoné au médecin qui avait examiné ma boule. Et lui, justement, ça fait tilt. Et quand je lui ai demandé pourquoi les autres docteurs semblaient tomber de nu, il m'a expliqué que c'est parce que ses confrères ne lisaient pas assez de revues professionnelles. Il a ajouté que c'était un symptôme parfaitement documenté, que ça arrivait, qu'on n'en mourrait pas, que ça durait quelques secondes. Et qu'en cas de crise, il préconisait de boire un verre d'eau. Enfin, tu n'imagines pas comme ça fait peur. Tu te retrouves la bouche ouverte, et pas un son, et en plus tu ne peux pas respirer. Enfin, je ne veux pas te retarder. J'ai encore beaucoup de choses à te raconter, tu n'imagines pas. Oh, pourquoi est-ce que je vis ça? Je me le demande.
bravo. Attention, qui sonne quand même. Pas appuyé, d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas lui dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. Mais c'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, déjà il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus. Franchement, pas plus. Ah, j'ai haï cette soirée. Tu as conscience de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les décors, la scène, la pièce. Et elle, et c'est tout, elle. Mais justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo, et c'est fini, tu es débarrassé, et puis moi j'enchaîne. Je n'y arriverai pas. Attends, sa loge est là. Oh, écoute, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée de le faire. On n'est pas célèbre, on est même le contraire. Mais elle a fait ça pour nous faire plaisir. Oh, je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là, merci. D'accord. Ça pourrait avoir un petit côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo. Franchement, bravo. Ce n'est rien, c'est quoi? Un sourire? Un demi-sourire? Une lèvre qui se repousse un peu? Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. 2 fois? Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend presque pas compte pour la vie. Ça file et on n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, tu n'as pas l'impression de demander vraiment un pardon ou de réclamer une absolution pour ta faute. Non. C'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire oh pardon, ça pèse aussitôt. Comprenant que ce n'est pas un goujat qui peut attacher sa veste, mais un homme bien élevé, et il le devient à son tour en te répondant je vous en prie. Brave, lui non plus ne saisit pas tout à fait le sens. Sinon l'idée de se courber main jointe en priant devant toi lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant il a dit, et vous vous séparez sans insulte ni guerre presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour cela, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te prend de parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30. Parlez. J'ai cru mourir. Et maintenant, toi, tu dînais? C'est une histoire de fou. C'est contagieux, quoi. Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite. Parce que je ne crois rien. Avec toi, ça ne se passera pas comme ça. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas. Tu m'entends, Louise? Je ne reviens plus jamais. Je suis à beaucoup. Mais tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur? Oh, parce qu'elle l'a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art. C'est poli. Parce que c'est classique. C'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? Attends, tu n'es pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé. Ta sœur m'a torturé. Louise, torturé pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple, je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? Mais à comprendre. À mieux te comprendre, en oubliant pendant 2 petites minutes ta tête occidentale butée. Oh, Louise, ne va pas trop loin, je t'ai pas venu. Je suis à vous. Parce que figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, mais c'est pour l'humilier. Ah bon? Bien entendu, c'est la vengeance suprême. Car en vérité, en disant bravo à son bourreau, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, eh bien écoute, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant toute la soirée ne peut pas se dire bravo. Voyons, Louise, quand je pense que j'ai supporté ce supplice, sans broncher, comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes 17 secondes. Ah ça oui, je l'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Tout le temps.
À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa longue tirade, avec le barbu, le mari, ça n'avançait plus. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles. Pour que ça vienne plus longtemps. Oh, n'exagère pas, mais tu n'es pas mort quand même. Ah, non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Non? Parce que je me suis mise à répéter un mot. Un seul mot. Un mot magique. Entracte, 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 entracte. Mais il n'est jamais venu. 5 actes, sans une seconde d'interruption, et tu appelles ça la civilisation. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe, et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo? Même un petit bravo? Mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu as oublié peut-être. Elle en a déclamé un morceau, en plein milieu du repas, comme ça, sans prévenir personne. Même que les enfants se sont mis à pleurer. Et que mon père a gueulé après le tien. Elle nous a foutu une ambiance d'homme merde avec sa vocation et ses alexandrins. Mais c'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. La surprise, ça fallait être que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester immobile, 20 minutes, le couteau planté dans le gigot. Pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle en met ça à l'intégrale en plus. Et tu veux que je dise bravo à cette grosse vache? Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude, elle a pris 20 kilos, Simone, vrai ou faux? Mais c'est humain, c'est l'angoisse d'attendre ce rôle. 15 ans d'angoisse. Forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, ce n'est pas ça qui compte. Quand on s'habille en toge, ça compte quand même un peu. Jean-Claude, pourquoi es-tu venu? Pardon? Pourquoi m'as-tu accompagné à cette générale? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines, nuit et jour, avec la première de ta sœur, qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. Le 24 février, la soirée du 24 février, était soulignée en rouge sur tous les agendas, tous les calendriers, c'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. Oh. À ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Mais elle n'avait que 2 places pour la première. Pourquoi c'est tombé sur nous? Et... Oh. Hein? Oh. Est-ce que tu peux lui dire juste oh? Oh. Oui. Je pense que dans le mot bravo, ce qui compte surtout, c'est le oh. Les autres lettres sont, pour ainsi dire, inutiles. Tu as entendu pendant les rappels à la fin de la pièce, les gens applaudissaient en criant bravo, faux, faux. C'est surtout le oh qu'on entendait, faux, faux. Avec, pour être honnête, un petit brin de V. Faux, faux. Voilà, faux, faux, ce serait parfait. Tu me demandes de dire veau à ta sœur. S'il te plaît. Veau. Oui. Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre coup? J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre ou pour me satisfaire. Parce que tu en fais des efforts, toi. Beaucoup, Jean-Claude. Beaucoup. Je rêve. Je te signale que je t'ai proposé de retirer 75% du mot bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre. Mais elle se lave. Tu ne vas quand même pas compter de la même façon Simone dans Phèdre et Simone sous sa douche. Ne dis rien. Non. Ne m'aime plus. Et tu me le dis à la Comédie Française? J'ai l'impression que ni toi ni moi, on gardera un bon souvenir de cette soirée. Et où vas-tu? Dehors, boire une bière. Tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. Oh, je suis raide. Jean-Claude! Jean-Claude!
Tu es là. Alors, ça t'a plu? Oh, mais tu es toute bouleversée. C'est parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes, je sais. Non, c'est Parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudie pendant 20 minutes. Jean-Claude m'a quitté. Ton mari? Oui. Quand il t'a quitté? Il est parti, là, maintenant. Avant la fin de la pièce? Non. Ah, tu m'as fait peur. Jean-Claude. Louise, c'est incroyable. Jean-Claude te quitte le soir de ma première de fête. Et tu te souviens ce que je vous ai joué pour votre mariage? Si je me souviens. Pauvre connasse. Salope. Enfure. Sale merdeuse. Louise, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Mais où vas-tu, Louise? Tu ne me dis rien. Tu ne me dis pas bravo. Même pas un petit bravo. Merci d'être venu ce soir. J'espère que vous n'avez pas trop eu trop chaud. Non. Voilà. J'ai rigolé, c'était Nous bien. avons l'honneur d'avoir la mairie, Madame Girardi. Et maintenant, nous allons vous présenter celle qui nous a terrorisés, martyrisés pendant 8 mois, et qui nous a fait quand même bien progresser, bien avancer. Voilà. Notre bourreau, Geneviève Argence. Dis-moi un mot gentil, je viens, sinon Tu sais pas être gentil. Geneviève, on t'aime. très émouvant pour moi. Franchement, bravo tous. Il y a eu quelques petits coupés de texte, mais bon, c'est vraiment pas grave. Voilà le travail, et voilà le travail de tout le monde. Jacques, mais on va pas tous vous présenter. On va vous présenter, je crois, si. Allez, on le fait. Benoît, Marilène, Élie, Daniel, Cécile qui fait partie de ma compagnie et qui est venue pour Iphigénie, Fabienne, Jacques et Patrick, qui ne voulait pas dire bravo. Maintenant, il y a la bouillabaisse. Non, c'est l'apéro. Mais alors, vous savez, il faut qu'on évacue rapidement la salle, on n'a pas eu le temps. Tout est prêt pour l'apéro. Mais on va juste installer 2 tables avec des nappes dessus. Mais ne partez pas tous, hein, restez un peu avec nous, on a envie d'aller à la route. Il y a plein de trucs à boire et à manger. Allez,